il n'y a rien de mieux qui parle que ce qu'on a fait. Et c'est ce que souvent je dis à plein d'entrepreneurs africains, il y a des moments où il faut arrêter de parler, il faut faire. Bonjour Awa, je suis très ravi d'être ici avec vous. Je m'appelle Eric Tonfo, je suis entrepreneur dans le financement de start-up africaines à fort impact social et plus globalement, je gère une activité qui permet aux diasporas africaines de se mobiliser, notamment financièrement, pour avoir de l'impact dans les pays d'origine. Alors, mon activité, elle se découpe en 3 grandes parties. On a le volet FinTech, dans lequel on a des produits de financement. On a une cagnotte en ligne internationale qui s'appelle Coindou et puis d'autres applications de paiement digital. On a un deuxième volet de financement de l'entrepreneuriat avec Fiatop, la plateforme de crowdfunding, et Fiatop Invest qui est le volet investissement, le nouveau volet investissement que nous avons démarré, et puis un troisième volet de consulting qui nous permet d'apporter notre expertise à des bailleurs de fonds, à des acteurs de l'entrepreneuriat ou des structures privées. Alors Fiatop est né parce qu'en 2012 ou 2013, j'avais vraiment la volonté d'avoir de l'impact, de pouvoir vraiment créer quelque chose au sein des écosystèmes africains. Je me disais qu'il était temps de sortir un petit peu de mon activité salariée à l'époque et vraiment d'avoir une activité qui ait de l'impact et qui soit pérenne. Et donc j'étais sur le continent et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient de belles idées et qui ne demandaient qu'à être accompagnés. Mais en fait, l'idée de Fiatop est venue quand j'ai visité Gorée à Dakar et que j'ai vu la maison du non-retour. Alors, je ne sais plus exactement comment on l'appelle, la fameuse maison rouge-orangée. Et l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire il faudrait faire un crowdfunding pour enrichir cette maison, pour en faire un véritable lieu de célébration de notre culture, de notre héritage, et aussi voilà, qui soit un lieu de conférence, un lieu de mémoire. Et c'est comme ça. Et donc je suis rentré à Paris et je me suis mis à travailler sur un projet de plateforme de crowdfunding. C'est de ça dont l'idée est partie. Alors, parce que l'Afrique, c'est le continent où il y a encore énormément de choses à faire. On a un continent vierge en termes d'opportunités. Les pays africains, c'est des boulevards de choses à faire. Et donc, les entrepreneurs africains, parce que c'est ceux qui ont le plus besoin d'être soutenus. On est dans des pays où notamment les banques et les États ne peuvent pas véritablement soutenir l'entrepreneuriat. Les États parce que ils n'ont pas les moyens nécessaires et les banques demandent des garanties aux jeunes qu'ils ou elles n'ont pas. Une banque en fait vous prête des fonds que vous avez ou que vous allez rendre très rapidement. Et le propre de l'entrepreneuriat, c'est que quand on démarre, on n'a pas de quoi rendre les fonds. Et donc pour tout ça, c'est important de trouver, ça continue d'être important de trouver des leviers différents de financement de cet entrepreneuriat-là, de financement de l'impact social. Et c'est pour ça qu'il était important d'y associer la diaspora, parce que la diaspora a des leviers, notamment financiers, des leviers d'impact qui peuvent être encore plus activés qu'aujourd'hui. Alors l'impact social, c'est
c'est vraiment la capacité à agir sur le plus grand nombre. Voilà, l'impact social, c'est par exemple un projet qui va rayonner sur un pays ou sur plusieurs pays et qui va véritablement toucher le plus grand nombre. On a eu par exemple sur Fiatop un projet de dispensaire mobile. C'était une formidable idée d'un hôpital mobile dans un camion qui a été développé par Espoir Santé Afrique et qui voulait sillonner l'Afrique centrale pour pouvoir aller opérer des gens où ils sont. Voilà, donc un camion mobile avec une salle d'opération, une salle de dialyse, des salles de consultation. Et donc c'est ça que j'appelle l'impact social. C'est vraiment une action qui va toucher le plus grand monde et qui va avoir une utilité véritable et concrète. Alors, on vise vraiment toute l'Afrique. Alors après, on est concret, on est pratique. Hein. On sait qu'on ne va pas pouvoir toucher l'ensemble des pays d'un coup. On vise vraiment l'ensemble du continent, du nord au sud, d'est en ouest. Même si aujourd'hui, on a un rayon d'action prépondérant sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mais on est clairement effectivement sur une année où on veut aller chercher des projets en Afrique anglophone, on veut aller chercher des projets en Afrique de l'Est et même sur l'océan Indien. Donc c'est vraiment une action et une intention panafricaine. Alors, on constate qu'en fait, je vais plutôt te répondre par la pratique, on constate qu'on a 6 grands thèmes qui reviennent et finalement, je pense pouvoir répondre par cette observation-là. On a les thèmes qui reviennent régulièrement, c'est l'éducation, la santé, les énergies renouvelables, la mode africaine, les technologies, et puis j'en oublie un, l'agroalimentaire. Voilà, ça c'est les 6 thèmes qui reviennent le plus souvent. Et finalement, c'est vraiment à l'image de l'impact qu'il faut avoir sur le continent. Effectivement, une jeunesse africaine qui est bien éduquée, qui se porte bien, qui peut bien se nourrir, qui peut avoir les outils technologiques pour avancer, et une jeunesse qui est sensible au fait que la planète est en train de se dégrader et qu'il faille vraiment faire attention. Enfin, une jeunesse qui est fière de ses traditions, de ses cultures et qui veut les promouvoir. Je pense que c'est une jeunesse qui a tout l'arsenal nécessaire pour faire briller l'Afrique. C'est pour ça que ces 6 thèmes-là sont vraiment des thèmes stratégiques qu'on va continuer de porter. Alors, il y a d'autres thèmes un peu secondaires qu'on n'exclut pas. Mais ça, ce sont les thèmes qu'on retrouve le plus souvent en campagne sur Fiatop. Alors, c'est une très bonne question. Fiatop cible les entrepreneurs du continent et les entrepreneurs en diaspora qui font rayonner le continent, qui font rehausser l'image de l'Afrique. On a des entrepreneurs ici qui soumettent des projets, parfois pour des entreprises ici, parfois aussi pour des entreprises là-bas. Donc on a vraiment vocation à soutenir partout tout ce qui fait rayonner le continent, tout ce qui favorise le développement du continent, même sans forcément s'y implanter localement. Alors la diaspora a un rôle clé, hein. Je dirais la diaspora, mais aussi les afro-descendants. Pourquoi je fais cette petite différence? C'est qu'on a l'habitude d'appeler diaspora des gens d'une certaine façon qui ont migré. Comme moi par exemple, je suis venu faire mes études en France. Mais plus généralement, je pense qu'on a en France des jeunes qui sont français par exemple et qui ont toute leur place, qui devraient commencer à avoir toute leur place dans le rayonnement de l'Afrique. Je crois qu'il y a 3 grandes familles de choses d'impact à avoir. Il y a le partage de compétences, ça c'est très important. On a la chance ici en Europe ou en Amérique du Nord de pouvoir faire des études et de pouvoir travailler dans des entreprises où on gagne de l'expérience. Donc ce savoir-faire-là, je pense que c'est le premier levier, pouvoir le partager
à nos collègues du continent et pouvoir vraiment faire ce transfert de compétences par nous. Donc, je pense que la première façon de contribuer à des startups africaines, c'est d'apporter ces compétences, c'est d'identifier des entreprises sur Fiatop ou ailleurs dans lesquelles on a envie, lorsqu'on est par exemple auditeur financier, lorsqu'on est médecin, de venir apporter cette compétence lors d'un déplacement de 15 jours d'un voyage. Je pense que ça, c'est la première façon de faire, vraiment, voilà, apporter son savoir-faire. La deuxième façon, c'est d'apporter des ressources financières. Ça peut commencer par des petites ressources. Le don moyen en France sur les plateformes de crowdfunding est de 53 €. Voilà, donc 53 €, c'est ce qu'on dépense quand on sort samedi soir, c'est pas grand chose. Donc on peut commencer dans une année sur 3-4 projets à avoir cet impact. Après, on peut, une fois qu'on est un peu plus mûr, on peut passer à un impact plus pérenne, investir dans les entreprises et y apporter une utilité plus pérenne, permettre à des entrepreneurs d'atteindre d'autres étapes. Et puis il y a un troisième axe qui est très important, c'est de travailler ici à la conscientisation vers les Européens, vers ce que j'appelle les Européens, ou qu'on peut appeler les Français d'origine française, pour qu'ils comprennent que l'Afrique cesse d'être une terre de colonisation pour devenir demain la terre, ça va être le terrain d'opération, voilà, terrain de développement. Et je pense que cette conscientisation elle est nécessaire parce que les pouvoirs politiques sont encore trop à nous bâillonner et puis à nous maintenir dans une forme de dépendance. Et je pense que la diaspora et la jeunesse afro-descendante peuvent vraiment participer autour d'elle, autour des collègues, des amis, des familles, à dire l'Afrique c'est l'avenir. Et pour que l'avenir soit construit, il faut qu'on considère ces terres comme des terres d'égalité, des terres d'opportunité. Je pense que c'est essentiel. Je pense que ça s'opère par l'exemple. Je pense qu'il faut montrer l'exemple. On est une génération qui a une mission. Il ne faut pas se tromper. Il faut montrer l'exemple. Il faut leur montrer, il faut montrer au quotidien qu'on est compétent, qu'on sait faire des choses et qu'on sait où on va. Et aussi, ça c'est la première chose, voilà, c'est de montrer l'exemple. La deuxième chose, c'est de montrer qu'on est fier de son identité. Léopold Sédar Senghor disait qu'il n'y a pas de développement sans célébration de la culture. Et je pense qu'il faut être fier en tout temps, fier de ses identités. On peut être français et être chez soi à Bourg au Sénégal ou être chez soi à Makak au Cameroun. Mais tout en est, voilà. Et donc, c'est montrer la fierté de son identité. Et ça se montre par son accoutrement. Voilà, avoir la fierté un jour de porter une belle tenue, hein, un beau bogolan pour aller au travail. Voilà, c'est noble. Et c'est ça, donc vraiment être fier. Et je dirais peut-être la troisième manière qu'on peut avoir, c'est de partager et de diffuser vraiment la connaissance de ce qui se passe. C'est de diffuser la connaissance de ce qui se passe dans les pays, de montrer que ces environnements-là, c'est aussi des environnements avec des gens qui ont... c'est aussi d'une certaine façon de montrer que l'Afrique, ce n'est pas que ce qu'on nous en montre dans les médias. L'Afrique, ce n'est pas que ce qui se passe sur les plages d'Espagne où on ramasse des corps tous les jours. C'est une partie. Hein. Notre jeunesse est africaine est parfois désœuvrée, dépassée et finalement se dit j'ai plus d'autre choix que de m'embarquer dans le désert pour essayer de rejoindre l'Europe. Montrer que l'Afrique c'est pas que ça. L'Afrique c'est aussi de la fierté. L'Afrique c'est plein de gens dans plein de villes qui entreprennent, qui font de belles choses, qui sont fiers. Je crois que voilà, c'est trois façons pour nous en diaspora ou dans les environnements européens, français européens, de porter cette mission. Alors, oui, bien sûr que j'ai eu des challenges sur le continent. Je me suis installé au Rwanda pendant 2 ans, de 2016 à 2018. C'était mon premier retour sur le continent depuis que j'en étais parti à 17 ou 18 ans pour faire mes études en France. Oui, des challenges d'ordre culturel essentiellement, c'est-à-dire un vrai biais culturel entre ma culture finalement un peu
mixé entre mes origines africaines, camerounaises et finalement l'environnement où j'ai vécu en France. Et puis finalement, une façon locale de faire qui était un petit peu parfois déstabilisante. C'est-à-dire, par exemple, le fait de confirmer un intérêt pour un partenariat, alors qu'au fond de soi, on n'en a pas l'intention. C'est-à-dire finalement, parfois on va trouver comme ça sur le continent une politesse à accepter des choses qui n'engagent finalement en rien les gens. Et c'est vrai que voilà, c'est autant de choses parfois qui nous demandent d'une certaine façon de comprendre les cultures dans lesquelles on va et de composer avec. Je crois que c'est important. Et puis, il y a aussi parfois une autre notion de l'engagement du temps. C'est normal, hein, on ne vit pas la même agressivité climatique. Hein. En Europe, on a les hivers. En hiver, il faut courir pour s'abriter. Je dirais qu'on a parfois une autre... Quand on va travailler, par exemple, dans des environnements ruraux ou des environnements populaires, c'est d'autres axes spatio-temporels qu'il faut appréhender et vis-à-vis desquels il faut éviter toute forme de condescendance. Je pense qu'il n'y a pas une culture supérieure, il n'y a pas une façon de faire qui soit inférieure à une autre, c'est toutes des façons différentes qu'il faut appréhender. Donc, moi, je le vois, hein, les entrepreneurs qu'on accompagne sur Fiatop, qu'on aide sur Fiatop à lever des fonds, c'est des entrepreneurs qui deviennent très familiers de nous. On les a pendant 3 mois, 1 mois de préparation de campagne, de crowdfunding et 2 mois de déroulement de la campagne. Et je m'aperçois qu'à tous les coups, la proximité leur est importante et l'humanité finalement qu'on peut leur témoigner, la capacité finalement à les comprendre. Je sais que tous mes entrepreneurs aujourd'hui, tous les entrepreneurs qu'on a accompagnés, on a une histoire singulière. Quand je vais dans les pays, je leur rends visite, je connais leur famille, j'ai vu parfois les enfants, j'ai entendu les enfants pleurer en arrière-plan ou rigoler en arrière-plan des vidéoconférences ou des audioconférences. C'est vraiment important, surtout chez nous, parce que chez nous, on se rend compte très vite dans nos pays, dans nos environnements, qu'il n'y a pas toujours une frontière très nette, comme on peut l'avoir par exemple en France entre le travail et sa sphère sociale du week-end. Le lundi, on est au travail, à la défense, dans des environnements très feutrés. Et le week-end, on peut tout à fait être en famille dans d'autres univers. Eh bien, ça se mélange un peu plus ces univers-là sur le continent. Quand je vois les entrepreneurs, on va parler à 11h ou 10h de leur projet. Puis à midi, 13h, on va parler aussi d'autres choses. On va parler de ce qu'ils vivent au quotidien, de leur environnement, de leurs projets personnels. Et je pense que c'est tout ça, moi, en tout cas, dans mon métier d'accompagnement au financement, c'est tout cet environnement qu'il faut que je comprenne. Et je pense que c'est pas que dans ce secteur. Il faut profiter justement de notre identité, de notre capacité justement à être d'une certaine façon plus proche, à parler plus de nous. Il faut profiter de ça justement pour mieux accompagner les entrepreneurs, mieux les financer, mieux les driver, mieux renforcer leurs capacités. Parce qu'on sait plus, moi il m'arrive de dire à certains des entrepreneurs, il faut que tu sois un petit peu plus diligent, parce que je vois parfois le retard qu'ils ont dans l'accompagnement, enfin dans ce qu'on leur demande de fournir pour les accompagner. Et tout de suite, ça me permet de leur dire, il faut que tu travailles ce point parce que la diligence que nous on te demande, c'est une diligence que des clients ou des partenaires vont te demander. L'autre barrière qui est cassée avec nos entrepreneurs, c'est que moi je les conseille comme des petits frères et sœurs. Et je leur dis, je suis ton aîné ou voilà, et je te conseille vraiment de faire ça. Je ne suis pas sûr que dans les environnements, par exemple franco-français, c'est des choses qu'on fait facilement. Et ils sont à l'écoute. Et je crois qu'effectivement, c'est important d'utiliser l'ensemble de ce spectre
socio-culturels pour vraiment apporter plus de choses. Et pour les entrepreneurs qui viennent d'ici, je pense que c'est pareil, c'est important d'écouter. C'est important d'écouter ce qui se passe socio-culturellement, d'être toujours à l'écoute pour trouver un petit peu son sillage. Oui, tout à fait. On a accompagné exactement 35 entrepreneurs qui ont levé un peu moins de 200 000 euros, plus exactement 192 000 euros. Il y a 4 campagnes de levée de fonds qui sont en cours et donc qui vont nous permettre d'arriver tout près des 40. Et donc 35 entrepreneurs, 10 pays déjà. 10 pays sur le continent, je vais me risquer à les citer, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Togo, Bénin, Madagascar, sans doute que j'en oublie, mais en tout cas, vraiment une richesse, une belle richesse et beaucoup d'entrepreneurs accompagnés. Alors nous commençons par sélectionner les porteurs de projets. Nous sélectionnons les projets, les startups sur la base d'un certain nombre de critères, comme l'impact social, critère numéro 1, on en a parlé, le caractère innovant du projet, et 2 critères rédhibitoires qui sont le fait d'avoir un réseau de soutien, parce que le crowdfunding, notamment par don, c'est ce qu'on appelle aussi de la love money, donc c'est la contribution qu'on donne de par son ressenti et de par son émotion au projet. Et donc il faut avoir un réseau de soutien, c'est ce réseau-là que vous allez mobiliser pour vous soutenir, c'est finalement votre réseau d'influence, c'est le réseau de personnes sur qui vous avez l'influence, c'est-à-dire qui pensent de vous positivement. Et puis un dernier critère, c'est quand même d'être présent sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux apportent la viralité quand on fait une levée de fonds, c'est très important. Et puis last but not least, la dynamique du porteur de projet, il faut être dynamique. Il faut sortir de sa petite carapace pour réussir un crowdfunding parce qu'en plein milieu, il faut faire un live Facebook, il faut mobiliser les gens, il faut du charisme. Et donc, une fois que ces critères sont réunis, on va engager la préparation d'une campagne de financement participatif avec le porteur de projet jusqu'à arriver à son terme. Alors après, Fiatop Invest, qui est notre branche investissement, a d'autres critères, mais pour la partie don, c'est cela. Fiatop Invest, on va regarder davantage le modèle économique. On va regarder la force du modèle économique, on va regarder aussi la pertinence de la projection financière parce qu'on invite les diasporas mais aussi les épargnants européens à financer des projets par l'investissement dans le capital. Ça demande beaucoup plus de responsabilité dans le choix des porteurs de projets et nous faisons un travail beaucoup plus gros d'identification en amont des projets pour s'assurer que c'est vraiment des projets avec des entrepreneurs qui ont des belles personnalités et puis qui ont des projets vraiment qui ont un modèle économique qui peut être déroulé de façon forte. Voilà, ça c'est sur le volet investissement, les compléments de critères qu'on va regarder. Alors Fiatop Consulting, c'est effectivement la branche conseil de notre activité. Alors il y a 3 activités, je voudrais dire 3 sous-activités sur cette branche conseil. Il y a une première activité qui consiste à venir en expert auprès des bailleurs de fonds internationaux. On a travaillé par exemple avec la Banque mondiale au Mali pour aider les écosystèmes entrepreneurs là-bas à comprendre ce que c'est le financement participatif. Les incubateurs, les entrepreneurs, on a fait des ateliers avec ces classes d'acteurs là. On a aussi formé les pouvoirs publics maliens à la finance alternative, le financement participatif par don, par investissement, par prêt aussi, former des pouvoirs publics, des ministères, des agences de l'investissement pour qu'elles soient au fait de ces mécanismes et qu'elles puissent les promouvoir. Donc ça c'est un premier volet d'expertise auprès de bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, l'Agence française de développement ou l'Agence belge de développement. Une deuxième activité, ça va être de développer pour des acteurs tiers des plateformes de financement participatif qu'on appelle en marque blanche. C'est-à-dire qu'un incubateur peut venir nous voir et nous dire voilà, comme Fiatop, nous voulons faire notre propre plateforme de crowdfunding
avec notre logo, sur notre charte graphique. Et donc on va mettre notre technologie au service de l'entrepreneur et puis on va habiller la plateforme de sa charte graphique. Donc ça, c'est vraiment notre expertise technique qu'on peut mettre au service d'autres acteurs. Et puis une troisième forme, c'est du coaching et de la formation. Moi j'interviens par exemple dans des formations d'enseignement supérieur. Des universités où je parle d'entrepreneuriat, où je parle de financement de projets, où je parle de paiement digital, ou aussi auprès par exemple d'associations de banques ici ou là, ou d'autres acteurs où on va vraiment faire de la sensibilisation sur l'importance du paiement digital ou de la transformation digitale. Merci de m'en donner l'occasion. Effectivement, donc, je reviens du Cameroun où j'ai participé au premier rassemblement d'un programme d'accompagnement et de financement de projets pour 20 jeunes en situation de handicap au Cameroun. Programme pour lequel Fiatop et Obotama, notre partenaire au Cameroun, incubateur, nous avons reçu 15 000 euros. Voilà, et donc nous avons été très ravis de réunir pour un premier rassemblement ces 20 entrepreneurs tous en situation de handicap. Alors ça a été à titre personnel un formidable moment d'utilité sociale, vraiment un moment où on se sent utile auprès de jeunes qui vivent une exclusion sociale sans précédent dans des pays, nos pays où il est très difficile pour une personne à mobilité réduite de se déplacer, ou aussi pour une personne malvoyante de se déplacer parce que les chemins ne sont pas balisés. Et donc c'était vraiment un beau moment d'échange, de partage, où on a commencé à dérouler le programme de formation à l'entrepreneuriat que nous avons prévu pour les 9 mois que vont durer le programme. Nous avons 5 rassemblements. Et donc c'était aussi une grande leçon de vie de voir ces personnes qui, malgré le handicap, sont animées du besoin de se dépasser pour aller entreprendre, du besoin de se dépasser, de dépasser leur handicap pour aller créer de la valeur. Parfois créer de la valeur pour des personnes handicapées comme elles, ou créer de la valeur pour ce qu'elles appellent les valides. Et vraiment, c'est un formidable programme. Nous sommes vraiment reconnaissants au Forum et à l'AFD, le Forum international des migrations, qui finance ce programme avec l'AFD, programme d'ailleurs que nous espérons répliquer dans d'autres pays à l'avenir. En tout cas, très beau démarrage pour le programme et pour lequel nous espérons une suite prometteuse. Alors, on a 2 catégories, je dirais, oui, ce sont des d'entrepreneurs sociaux. On a des associations, on a 3 ou 4 associations, par exemple une association de promotion d'outils pour les malentendants, d'outils qui leur permet de développer leurs projets, une association aussi qui fait la même chose pour des non-voyants. Et puis le reste des projets, c'est des projets entrepreneuriaux classiques, comme par exemple Joël qui veut développer une start-up qui facilite l'accès par exemple à des poches de sang. Quand dans un hôpital on manque de sang, donc il a un projet autour de ça parce que dans sa famille il a une personne qui a été victime de l'absence de poche de sang de son groupe sanguin, et donc il s'est dit qu'il fallait qu'il développe une poche pertinente pour que des établissements de santé puissent être fournis de façon avec une logistique particulière en poche de sang. Donc c'est vraiment des projets, des projets de nature entrepreneuriale et aussi un petit peu associative. Depuis très tôt, j'ai compris que j'avais la chance de pouvoir toucher à beaucoup de choses. Et j'ai compris que je pouvais m'intéresser, je pouvais vraiment zoomer sur plein de verticales, plein d'activités. Au tout début de ma carrière, je pensais que je ferais que des télécoms de toute ma vie. Et puis très rapidement, en 2006,
j'ai compris quand je suis allé enseigner dans une université africaine, j'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai fait ce fameux MBA en me disant que au final, être ingénieur télécom, ça suffisait peut-être pas et qu'il fallait que j'enrichisse mon bagage. Et effectivement, la diversité me caractérise et les projets, ils continuent, je continue de les développer et j'ai la conviction que une vie est une vie d'apprentissage. On peut se demander pourquoi je fais autant de diplômes. C'est que je pense qu'à un moment donné, parfois il faut s'arrêter. J'ai eu l'occasion avec ce master en économie numérique en 2012 de me réasseoir sur les bancs de l'école. C'était effectivement un master cohabitant entre plusieurs grandes écoles. De me réasseoir avec des jeunes en formation initiale, c'était merveilleux parce que j'ai pu me refrotter à la vivacité d'esprit d'un jeune de 22 ans. Et ça me permet, et je crois que de s'oxygéner comme ça régulièrement, c'est enrichissant quand on va entreprendre. Et donc voilà, donc j'ai effectivement cette soif permanente d'arpenter de nouveaux horizons et je crois que tu as bien cerné, ça me définit assez bien. Alors, je vais commencer par le tout dernier, un livre que mes collègues m'ont offert avant que je parte entreprendre au Rwanda. C'était vraiment ma première expérience entrepreneuriale sur le continent. C'était la biographie d'Elon Musk. Et elle m'a vraiment inspiré, cette biographie. Et avec le parcours d'Elon Musk, qui a commencé avec PayPal, et puis après qui est allé faire les voitures électriques pour finir dans le spatial. Et donc ça m'a vraiment parlé parce que pendant longtemps, on m'avait expliqué que non, un entrepreneur c'est quelqu'un, pas mal de gens m'expliquaient que c'est quelqu'un qui doit se concentrer sur un sujet. Et Elon Musk, la biographie m'a conforté, m'a rassuré dans l'idée qu'on pouvait être éclectique dans l'entrepreneuriat et ça j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit tiens, ça me plaît bien parce que ça me ressemble bien. Donc je pense que c'est un livre qui m'a façonné. Donc je redéroule dans le sens inverse du temps. Malheureusement, je ne lis pas aussi souvent que je veux parce que entreprendre c'est beaucoup faire, c'est être très proactif et très peu passif. La lecture, elle est parfois un petit peu passive, même si quand je lis, parfois je m'arrête parce que dans la lecture de la page, j'ai une idée qu'il faut que j'aille développer. mais voilà, le livre avant celui-là qui a façonné mon esprit entrepreneurial et aussi qui m'a permis de forger un moral fort, c'est The Audacity of Hope de Barack Obama. J'ai été marqué par l'élection de Barack Obama en 2008. J'ai été très marqué par cette élection. Non pas par ce que pouvait faire ce président noir pour nous, Africains, mais par la magie de l'audace. Par la magie de l'audace et du courage. Et je crois que il a fait une campagne qui est l'une des campagnes politiques les plus parfaites de l'histoire. Je parle de la campagne. Et ça m'a, le soir de son élection, j'ai eu l'impression que moi-même je me transformais. Voilà, donc je pense que c'est un élément qui a changé ma vie et qui a aussi été vraiment, à l'époque en 2008, j'étais pas vraiment encore entrepreneur, mais qui a vraiment posé les bases de l'audacité, posé les bases vraiment du courage pour aller chercher la lune demain. Je crois que c'est le deuxième livre qui m'a sans doute marqué. Et peut-être si je dois citer un dernier bouquin qui est encore un peu plus vieux dans le temps, c'est Les fourmis de Bernard Werber. C'est un magnifique livre où Bernard Werber nous explique l'organisation des fourmis. Les fourmis, c'est des petites bêtes dont on pense que elles ne peuvent que marcher et se suivre comme ça sur des filons de terre. Eh bien, les fourmis ont des organisations royales impressionnantes et avec vraiment des rôles dans ces royaumes-là, avec en général une reine qui est je ne sais plus le nom qu'on leur donne, mais c'est une femelle qui est à la tête de l'organisation, qui fait travailler un arsenal de milliers et de dizaines de milliers de fourmis. Et ça m'a fait, en fait, ce livre m'a fait comprendre que, pour y arriver,
eh bien, être seul n'était pas intéressant. C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'être en partenariat, avoir des équipes, travailler avec plein de gens était important. Et je crois que ce livre m'a marqué profondément dans ma conviction entrepreneuriale et surtout dans la compréhension que le monde est fait de plein d'acteurs qui doivent vraiment trouver un accordéon dans leur façon, notamment impacter l'Afrique. Voilà, ça va être un accordéon formidable de milliers, de dizaines de milliers d'acteurs en diaspora, mais aussi dans les pays, pour arriver à faire rayonner ce continent. Ah, le courage, c'est fondamental. Le courage, c'est fondamental, notamment pour nous en diaspora et afro-descendants. On est dans des écosystèmes où on a tendance à nous expliquer qu'on est limité. Voilà, qu'on est limité et dans les lycées en France, dans plein d'institutions d'enseignement, on a tendance à limiter les afro-descendants. Et ça, moi, je suis très révolté par rapport à ça, une révolte que je convertis en énergie positive. Je crois, et partout où je passe, j'instige les jeunes à être courageux, à la limite arrogants. Je vais m'expliquer. On est dans des environnements où on ne peut pas simplement être courageux. Il faut parfois un petit peu d'arrogance pour montrer son talent, pour expliquer qu'on peut faire des choses, parce que sinon on n'est pas écouté. Et c'est pour ça que je dis que le courage, c'est essentiel. Il faut être courageux, mais on ne peut pas entretenir ce courage seul. C'est dans une communauté qu'on entretient ce courage. J'arrête pas de dire à des jeunes frères, des cousins, des amis, vas-y, tu es bon, même si tu n'as pas le job, dis-toi que c'est eux qui n'ont pas été capables de percevoir ta force, mais ta force, elle est là, moi je la vois et continue. Donc je crois que le courage dans notre contexte, il est important, il est capital. Il faut s'armer de courage et il faut au-dessus du courage ce que j'appelle un petit peu d'arrogance. Il faut être sûr de ses compétences. Il faut même plus en être sûr que ce qu'on a dans le monde dans lequel on vit, dans un monde où nous, tous les jours, il faut qu'on travaille 2 fois plus pour être reconnu. Il faut faire 3-4 fois plus de choses qu'un local, même vers l'Afrique pour être financé ou autre. Et donc je crois que le courage, il est à la place numéro 1. Je crois que la passion est un attirail formidable. Je crois que j'essaye d'exercer cette passion et d'amener les gens par la passion. Je pense que tu as raison, le leadership, c'est amener les gens à comprendre l'importance de faire quelque chose. Et je crois qu'on peut amener les gens si on est vraiment passionné, si on croit à ce qu'on fait. Après, ça ne marche pas toujours, hein? Ça ne marche pas toujours. Il y a parfois des partenaires que moi j'ai eu au bout de 3 ans, que j'ai après 3 ans de conquête, j'ai fini par voir. Il y a d'autres que je n'ai jamais pu avoir, pareil pour des clients. Mais je crois que voilà, c'est important de montrer cette passion, c'est important de montrer la vision qu'on a et de la partager. Je pense que c'est ça qui fait adhérer, que ce soit des clients, des porteurs de projets, des partenaires, et qui fait finalement avancer. Je pense que c'est comme ça qu'on attire. Et je pense que la deuxième façon d'attirer vers soi, c'est de montrer ce qu'on a fait. Il n'y a rien de mieux qui parle que ce qu'on a fait. Et c'est ce que souvent je dis à plein d'entrepreneurs africains, il y a des moments où il faut arrêter de parler, il faut faire. Parce qu'il peut y avoir une tendance, il y a une bulle communicative là, qui agit en ce moment où plein de gens se racontent au lieu de raconter ce qu'ils ont fait. Et je crois que raconter ce qu'on... Parfois, on est dans une ère où il faut communiquer, mais il faut communiquer quand on a fini de faire et de bien faire. Et je crois que l'entrepreneur qui oublie ça, eh bien, il va gonfler la bulle communication et malheureusement, il va éclater la bulle de son savoir-faire et la bulle de ce qu'il peut montrer. Et je crois que c'est un grand danger qui peut nous guetter.
Alors, je m'étais dit dès le début que une activité comme celle que je menais de promotion d'entrepreneurs africains devait prendre tout son sens par le recrutement de personnes locales. Et d'abord parce que recruter ici c'est compliqué, ça coûte cher, donc il fallait trouver des stratégies pour s'en sortir. Alors je ne vais pas te cacher que travailler à distance c'est pas facile. Aujourd'hui j'ai une équipe au Cameroun de 6 personnes et un représentant au Bénin. Travailler à distance c'est pas facile tous les jours, mais on y arrive quand même. J'ai recruté une première personne, Ninel, en 2019, avec qui j'ai cheminé sur toute l'année. Et puis, au tournant 2020, juste après le début de la crise sanitaire, l'équipe a grandi. Et j'ai fait connaissance de tous les collaborateurs, à chaque fois plusieurs mois après les avoir recrutés. Je parle de faire connaissance physiquement. Et donc, être entrepreneur en 2021, c'est aussi être capable de télétravailler. Et nous, on a commencé à télétravailler avant le Covid. Et le télétravail, voilà, c'est faire confiance à des personnes qui peuvent être à 6000 km. Et puis, les empowerer, j'ai envie de dire, leur faire comprendre la vision et finalement, les laisser l'exécuter. Moi, ce que j'attends des jeunes, c'est... ou de ceux que j'emploie, avec qui je collabore, c'est vraiment de la confiance, un esprit d'autonomie et puis une compréhension de la vision, de là où on veut aller. Et donc voilà comment j'ai pu construire cette équipe. Mais je crois que c'est surtout beaucoup de persévérance. C'est surtout beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, que j'en ai pas toujours forcément. Voilà, il faudrait que j'en ai un petit peu plus parce que bon, forcément, quand on a 20 ans de carrière et qu'on recrute des jeunes qui en ont un ou deux, il faut aussi parfois savoir se mettre à leur niveau. On n'en a pas toujours le temps, parce qu'on a plusieurs choses à faire. Hein. Voilà notre activité. On a aujourd'hui 4 plateformes entre la cagnotte internationale, Coindou Ticketing, qui est notre application de billetterie en ligne dans les pays pour pouvoir payer son billet en mobile money. Fiatop Crowdfunding, Fiatop Invest. Donc tout ça, ça fait beaucoup de plateformes. Et ça fait beaucoup de temps passé, en plus du consulting, à les piloter. Et donc, parfois, un peu moins de temps à accompagner les jeunes qui arrivent. Et je crois que cet équilibre-là, il faut continuer de le construire parce qu'il faut les embarquer, il faut leur donner le temps d'apprendre. Et c'est pas facile. Et en même temps, il faut que rapidement ils comprennent qu'ils sont dans un environnement où il faut aller vite. Et c'est là où je leur dis tous les jours, vous servez des clients qui sont partout dans le monde, donc je ne peux attendre de vous qu'une exigence, adéquate. Alors ça, c'est une question difficile. 3 mots-clés pour décrire mon aventure entrepreneuriale. Je dirais résilience. En numéro 1. En numéro 2, je dirais passion et envie d'impact. Je dirais ça ensemble. Passion et envie d'impact. Ça, c'est en numéro 2. Et peut-être en numéro 3, je dirais vision d'avenir. Je crois que la résilience me permet d'être là depuis 6 ans parce que j'ai eu plein de raisons d'arrêter. Ça n'a pas marché au Rwanda, l'aventure entrepreneuriale, hein. Elle est balisée d'échecs. Et il faut dire, il ne faut pas donner l'impression aux jeunes ou ceux qui arrivent que l'entrepreneuriat c'est que du succès. Moi c'est beaucoup d'échecs, mais c'est aussi des succès qui couvrent assez ce sentiment d'échec. Et c'est ça qui fait qu'on tient. Donc je dirais la résilience, c'est vraiment moi ce qui me fait tenir au quotidien. L'envie d'impact, je pense que le continent, on ne peut pas s'arrêter d'agir pour le continent africain. Et c'est lié à la passion de ce continent. Et je crois que ça, c'est la deuxième chose qui me lie. Et la vision d'avenir, voilà, l'idée d'être l'acteur numéro 1 de la mobilisation des diasporas pour le continent, notamment la mobilisation financière. Et ça me porte. Et c'est un grand chantier. Et donc je dirais que c'est un peu les trois mots qui définissent mon ADN entrepreneurial. Eh bien, ça m'a appris qu'il faut être humble.
Être entrepreneur, d'abord, c'est être humble. Moi, je suis d'une génération qui n'a pas entrepris. Voilà, j'ai 44 ans. Dans ma génération, on est plutôt salarié, hein, dans ma génération de diaspora africaine en France. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui ont 15 ans, depuis 10 ans, un peu moins. J'ai des gens qui ont 10 à 15 ans de moins que moi. Et ça demande de l'humilité. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont 10 ans de moins que vous. Quand vous êtes salarié, en général, quand vous avancez vite, ceux qui sont plus jeunes, vous les coachez, ils sont dans vos équipes. Mais en entrepreneuriat, ce n'est pas la même chose. Et donc, je me suis retrouvé parfois à écouter des gens qui étaient beaucoup plus jeunes. Et ça m'a rendu humble à aller écouter des entrepreneurs qui étaient beaucoup plus jeunes, hommes et femmes. Et je crois que c'est important d'être humble. Effectivement, alors du coup, l'humilité fait qu'on accepte l'échec. Le fait de se dire, je ne sais pas tout, je viens dans un nouveau domaine, fait qu'on est capable aussi de se dire, ça n'a pas marché, il faut que je change la façon de faire, il faut que je me réinvente. Et ça, ça demande d'être passionné, parce que si on n'est pas passionné, on ne peut pas repartir de l'échec. Et donc je crois que, mais encore une fois, hein, l'échec est tabou dans les sociétés, dans la société française notamment, alors que les Américains se racontent par la succession d'échecs beaucoup. C'est un peu ce que fait Jack Ma d'ailleurs. Jack Ma, qui est un grand entrepreneur chinois, se raconte beaucoup par les échecs. Et finalement un peu d'autodérision. Et je crois que c'est un formidable moyen d'inspirer. En France, on ne parle pas d'échec, on parle que de succès, mais je crois que parler d'échec est important, se définit par ces étapes d'échec. C'est accepter que tout ne peut pas marcher, et puis c'est aussi se construire à partir de ce qui n'a pas marché. Et quand on est entrepreneur, c'est une formidable façon de se construire. Et donc de ce point de vue-là, l'échec, c'est l'échec qu'il faut l'exploiter. Il faut vraiment l'exploiter dans tous ses méandres. Eh bien, on peut leur souhaiter de continuer de grandir. On vise le financement sur Fiatop de 150 projets à l'horizon 2025 pour un impact d'1 million d'euros sur Fiatop en don à cet horizon-là. Sur Fiatop Invest, qu'on est en train de lancer, on vise au même horizon le financement de 25 projets qui on espère vont pouvoir lever une moyenne de 100 000 euros. Et donc on est vraiment en développement. On vise vraiment le développement de l'entrepreneuriat, le financement de l'entrepreneuriat en Afrique. Et au-delà de ça, on veut mobiliser les énergies en diaspora, qu'elles soient financières, qu'elles soient en compétences, pour aller agir là-bas. Je crois que c'est ce qu'on peut nous souhaiter, et nous allons d'ailleurs commencer des roadshows à la rentrée pour aller voir les diasporas africaines et leur dire il est temps d'agir. Et agir, c'est prendre des projets, les suivre, les accompagner avec ses compétences, leur mettre un peu de ressources en don, et puis un peu plus tard y investir. Et je crois que c'est comme ça qu'on va construire une Afrique qui soit forte là-bas, tout en ayant ici des ambassadeurs formidables qui peuvent continuer leur vie, parce qu'on a tous des vies singulières, on a tout à fait le choix de vivre aux quatre coins du monde, d'un monde global, mais l'essentiel c'est d'agir là-bas. Et je crois que la réussite on l'aura quand on saura vraiment construire cet équilibre entre nos espaces de vie et nos rayons d'action qui soient tentaculaires.